Mel, Joël. podcast, saison 2, numéro 2. Numéro 2, épisode numéro 2. Saison Penses-tu qu'on a de la chance vu que c'est un double chiffre? Ah, peut-être. Ah, double two. Un No. tout. Un tout. J'ai tout le temps le goût de m'éloigner. Oui, je sais pas pourquoi tu me fais ça. Joe C'est et comme même, si... Vous allez les voir dans les épisodes. Je suis de même, rapproche-toi, reviens vers moi. L'autre fois, qu'est-ce qu'on s'est dit l'autre fois dans le bureau? Mel a pogné un fixe. Ah non, Assis, parce qu'on travaille assises une en face de l'autre. On se regarde dans les yeux comme trop intense. Puis là, c'était comme vidé. Là, j'ai eu Ouais. un fixe sur Joe, un peu la bouche ouverte avec une trace de bave, un peu sous le side. Puis là, je la checkais bavante, de même, coulissante. coulissante. Puis là, Joe, tu m'as dit, Ben là, tu me regardais tellement intense que j'ai fait, bon, ben c'est ça, j'agnise un peu, je peux pas comme y couper ça, elle a l'air tellement bien. Vas-y, Vas-y. perds-toi dans mes yeux, mon amour. bébé. Ah oui, c'est ça, mon amour. Perds-toi dans mes yeux, mon amour. Le mon amour était bien important. Ça, Hey, Tu sais- tu comprends que j'ai éclaté de rire, là? ben, gars. Après, je t'ai juste demandé, veux-tu me le refaire? tu peux leur dire, s'il te plaît, c'est trop drôle. On rit, c'est bien agréable. C'est ça que j'avais à Dans dire. un peu de temps, on rira plus pantoute. Ça sent plus drôle. En fait, pour la saison 2, on répond une fois de plus À vos questions. à vos questions, les filles. Donc, l'épisode 2 est basé sur des questions qui revenaient énormément. Puis c'était les défis, et j'adore ce mot-là, les défis en entreprise et les défis en entreprise mode. On avait beaucoup de questions sur, mon Dieu, comment vous avez vécu ça? Quoi les C'est- enjeux? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi vos enjeux? Puis je trouve ça bon parce que à l'interne, on a comme prohibé le mot problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions et des situations. C'est ça. Fait que des fois, on a l'impression que c'est un problème, mais tu sais, là, il y a une petite phrase qui est terne, qui me pogne, puis j'ai le goût de dire, quand une porte se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Ah, toi, c'est une fenêtre. Ah ouais, toi, c'est quoi? Ah, moi, j'étais dans le 10 de retrouver, ça n'a pas rapport. Non. Une de perdue, 10 de retrouver. Tu vas te repayer un autre pitoune. Ça, c'est vraiment un call de mon oncle. C'est juste qu'on dirait que c'est ça qui me vient à l'esprit. Sûrement sur le ton que tu l'as dit, ça m'a inspiré. C'était plus mon onkisme. Exact. Ah, je comprends. En fait, on va vous parler des défis qu'on a vécus dans les dernières années. Là, Liana nous a recensé comme une couple de questions. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est, bon, là, il y a plusieurs phases. Là, on a été fondé en 2016. Ben là, start-up, on a commencé, puis je me fais souvent demander, mon Dieu, tu dois être stressé. Ah, tabarouette, tu dois être stressé. Il y a bien du monde qui s'accorde leur peur, puis leur façon d'interpréter, mettons, ma semaine. Mettons, les gens, quand ils me demandent, ah, ça ressemble à quoi une semaine dans la vie de Joël? Ben, j'ai fait ça. Je m'occupe de mon petit de 3 ans. Après ça, j'ai fait ça. Le dimanche, en 2 heures, je prépare la semaine. Bon. My God! Tu dois être fatigué, tu dois être stressé. Mais le stress, oui, c'est dur sur le corps, mais c'est pas toujours négatif. Puis il y a des phases, puis il est différent. Je trouve que moi, mettons, mon stress, il a comme évolué. Fait que, mettons, quand on était en start-up, puis c'est le fun parce que tu étais avec moi. Oui. Pas au début, t'es arrivé un petit peu plus tard, mais en start-up, je trouve que le stress, c'est comme... c'est une adrénaline. Ouais, c'est plus une adrénaline. Oui, moi, ça me drivait à livrer plus. Ouais. Fait que dans mes débuts, Sur ta là... performance. Ouais, ça me drivait sur la performance. Fait que, tu sais, j'étais avec Bill. Bon, oui, on était stressés, on n'était pas ouvriers, Les puis stress, c'était pas les mêmes. c'est non pas pareil. Puis c'était tellement pas gros que, tu sais, j'entends mon chum me dire, bon, tu sais, qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que je vais... C'est quoi le pire qui peut m'arriver, tu sais, mettons? Je vais pas perdre une business de 100 millions, là, tu sais. Je vais perdre un investissement personnel de 40 000 $, tu sais, je veux dire. Ouais. Mais quand t'as moins que 0, 40 000, c'est énorme. Mais tu sais, je nous remets là, puis on dirait que ça fait vrai, tu sais, ça fait pas longtemps, en fait, mais j'ai l'impression que il y a une vie de cela. Mais chez Joël, là, 1 an passe comme 5 ans. Ça aussi, c'est quelque chose. Ouais. Et puis ça, tous les employés disent ça. Ouais, c'est vrai. C'est unanime. C'est fou, on se retourne de bord puis on est comme « Ah mon
Dieu, ça fait longtemps. Mais pas tant, Coq, ça fait 5 mois. Cac, ça fait juste 5 mois de ça. C'est fou! C'est fou. C'est vrai que ça passe vraiment vite. Hey, c'est bizarre parce que j'ai essayé de bouger sur ma chaise, puis ma jambe a fait un genre de claquement. Ah ouais, Check les ça. shake-cotes pis tout. Ben Ouais. oui. Mais ça, pour le voir, il faut être sur YouTube TV. Je vous invite à Joël voir les TV. shake-cotes à Joe. Ben oui, regarde. Regarde, à part. Tac, 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 tac. Est-ce le stress? Non! En start-up, les stress, c'était plutôt... Ah, mon Dieu, tu sais, je suis fatiguée, mais j'étais fatiguée physiquement parce qu'on faisait tout. Mon Dieu, Tout. comme une boutique. On a monté une petite boutique parce que les gens voulaient voir. Après ça, monté boutique en ligne. On gérait notre inventaire. On préparait la production. Puis, Joe, dans les premiers locaux, là, je me Ouais. souviens, tu étais à 4 pattes puis tu posais le plancher, là, ouais, le plancher de bois. Là. un petit plancher de bois. Je me souviens, j'ai des photos de toi aussi qui peinture puis qui... Complètement. Hey, c'était laid à mort, ce local-là. Hey, si Boulette, ça avait besoin d'amour, c'est ce qu'on a fait. Parce que, tu sais, dans les débuts, quand, tu sais, mettons, moi, dans mon cas, on est parti, on n'avait pas une scène. Fait que, tu sais, j'ai pas d'argent, mais j'ai moi. J'ai mon pouvoir à moi. J'ai mon potentiel à moi. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Qu'est-ce que je peux amener? Puis après ça, c'est du temps. Puis c'est aussi de la créativité. Qu'est-ce que je peux faire avec peu? Puis je trouve que le start-up, c'est comme un moment nécessaire pour un entrepreneur d'ouvrir ses horizons puis de devenir plus créatif. Parce que tu n'as pas une scène. Ouais. Si tu pars full fointé puis tu veux partir de quoi, puis tu as du budget, c'est que tu as de la place pour faire des erreurs. OK. Tandis que quand tu n'as pas une scène, tu peux pas perdre une pièce. Ouais. Ben, tu peux pas en perdre quand tu en as beaucoup non plus, c'est pas ce que je dis, mais je trouve que le risque est moins là. Mhm. Tu sais, c'est plus difficile. Puis je trouve que cette phase-là m'a appris à être ouverte d'esprit puis à créer avec rien. Fait qu'après, comment tu vis ça, justement, en croissance, quand là, tu commences Avoir plus, à mettre des moyens sur, à mettre des sur moyens mes sur tes ambitions. idées, Ouais. tu sais, comment tu vis ça, cette croissance-là? Et la croissance, ça a été très intense. Tu sais, mettons, en dedans de 2 ans, on est passé comme de 12 à presque là. À la fin de l'année, on va être pratiquement 70. Là. Fait que, tu sais, ça fait du monde. Comment j'ai vécu ça? Le start-up, j'ai trouvé ça dur parce que c'était physique, c'était demandant, c'était des longues semaines, c'était des longues heures. Puis, tu sais, il fallait tout mettre en place. Comme créer une base puis une place pour chaque département. Tu es l'acteur de tout aussi, tu sais. Oui! Mhm. Mais ça, là, c'est une bonne et une mauvaise chose. Parce que si tu as confiance en toi, moi, j'ai confiance en moi. Oui. Je sais que qu'est-ce que je vais faire, ça va être bien. Je te dis pas que ça va être parfait, mais ça va me convenir, ça va être bien parce que je vais l'avoir fait. Oui. Mais en croissance, tu peux plus passer de même. Non, Faut que tu t'entoures. tu délègues. Faut que tu apprennes à faire confiance aux autres. Puis pour ce faire, il y a des enjeux qui embarquent. Les enjeux de communication. Elle a-tu vraiment compris ce que je veux? Est-ce que c'est clair où est-ce qu'on s'en va? À quel point je peux déléguer? Au début, tu diriges, tu montres qu'est-ce que tu veux, t'expliques, tu diriges. Après ça, tu coaches, puis après, tu accompagnes. Je pense, tu sais, pour Bill et moi, c'est comme ça qu'on a essayé de le structurer. C'est sûr que beaucoup d'employés d'un coup, ben, c'est pas beaucoup comparé à d'autres entreprises. Là, on n'est pas Google non plus. Mais pour nous, ça a été beaucoup d'un coup. Fait que d'accompagner Quand tu n'as pas de temps, quand tu n'as pas de temps. c'est ça. J'ai pas plus de temps. Non, exact. Puis, tu sais, à un moment donné, quand tu n'as pas de temps, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres dans un tourbillon. Ouais. Tu as l'impression que tout est prioritaire, mais dans le fond, tout n'est pas une priorité. Non, exactement. Alors, l'enjeu ici, c'est un enjeu majeur. Puis ça, autant en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui travaille au sein d'une entreprise, tout n'est pas une priorité. Mais tu as l'impression que oui, des fois, parce que là, ça va vite, puis il faut que tu sois sûr de OK, il faut que je couvre au département du marketing, il faut que je couvre dans le produit, il faut que je couvre en production. Oh, tabarnouche dans le warehouse. Oh, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Puis, tu sais, je pense, Joe, aussi là-dedans, c'est que tu es quand même. Tu sais, tantôt, quand je disais tu es l'acteur principal, veux pas, tu es un petit peu sollicité de partout. Mhm. Fait que je pense que c'est ce qui fait que des fois, c'est comme oh, OK, c'est ça. Ouais. Où sont mes priorités pour que ça continue d'avancer quand même partout? Oui, un feeling que tout le monde tire sa couverte. Ouais. Sauf que d'un autre côté, je pense qu'on apprend. Puis tu sais, ce qui est trippant d'être en affaires, c'est que, parce que j'entends mon amie, j'entends ma baby girl me dire, Joe, tu l'entends, Annie, là, Joe, la business, c'est tough. Ouais. Plus c'est gros, plus c'est tough. Puis plus tu es en croissance,
plus tu as de la charge mentale, plus c'est tough. Puis, on dirait que ça m'a tellement fait du bien d'entendre ça d'une entrepreneur que j'admire parce que ça m'a fait comme, OK, c'est pas moi qui trouve ça dur, c'est dur. Mhm. Puis, chacun a son seuil aussi de ce qui est difficile puis pas difficile. Puis, je pense que autant quand tu travailles à l'interne que quand c'est ta propre business, plus c'est gros, plus c'est tough. Puis, on arrive avec des enjeux que je pensais même pas qu'ils se pouvaient. Je savais même pas, mettons, j'avais jamais envisagé que j'allais faire face à ce genre de défi-là. Tu sais, mettons, justement, il y a des enjeux qui dépassent bien gros la personne. Ça dépasse les humains, ça dépasse nous, qu'est-ce qu'on est. Comme des enjeux mondiaux, le séisme en Turquie, c'en est un bon exemple. On a des partenaires en Turquie avec qui on travaille, avec qui on fait nos donnins, par exemple. Bien, ils viennent de vivre un séisme. Il y a des gens qui n'ont plus de maison. Hey, ça, là, le séisme, le tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie, en fait, ça, là, ça nous a tellement ébranlés à l'interne. C'est la chaîne d'approvisionnement, tu sais. Mettons, nous, là, moi, je te parle juste business-wise, là. Moi, j'ai une partie de ma chaîne d'approvisionnement. J'ai pas une, j'ai plusieurs usines en Turquie avec qui on travaille. Bien, OK, à ta peu, là, ces gens-là, ils vivent le cauchemar. Ils vivent la catastrophe. Ils n'ont plus de maison, sont dans des espèces de camps. Il y a des familles là-dedans. OK, mais puis moi, je vais les appeler, puis je vais les talonner, puis je vais leur dire « Hey, ça me prend ma production. Voyons donc. » À un moment donné, il y a le côté humain. À un moment donné, il y a l'humain qui embarque, mais est-ce que ça a des impacts dans mon entreprise? Bien entendu. Je suis une entreprise. C'est sûr qu'il faut que j'aille du stock, il faut que je vende du stock. Comment est-ce qu'on se revire de bord? Meilleur atout, créativité. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est on sort des pauses. Qu'est-ce que j'ai comme inventaire? Qu'est-ce que je peux faire comme stratégie? Après ça, Bill et moi, on émet un plan. De ce plan-là, on dépose une stratégie dans nos départements. Tu sais, c'est toujours de se revirer puis de construire avec qu'est-ce qu'on a. Ça fait aussi partie d'un des défis que je trouve dans l'industrie, en entrepreneuriat aussi, c'est la résilience. Tu sais, je le dis souvent, là, on ne ratera pas le ballonnet à l'infini. Là, tu as une situation, tu as ça, qu'est-ce que tu fais avec? Puis après ça, c'est les choix de ce que tu fais avec cette situation-là qui vont changer l'avenir de ta compagnie, tu sais. Par exemple, si je pense à la réalité en arrière de nos quantités, on a vécu une super de belle croissance. C'est excitant, c'est capotant. Mel, tu le vis avec moi. Ouais. C'est fou raide d'être comprise, de se promener, de croiser autant de monde qui porte nos vêtements. C'est capotant. Les gens me disaient « Ah ouais, mais commande-en plus. » Mets plus de quantité. « Ah ouais, ben pourquoi t'en as pas pris plus, celle-là? » Ouais, mais c'est ça, les choses prennent du temps. Tu sais, ça a été mis en exécution au moment où le problème a été soulevé, ou la situation a été soulevée. Ouais. Mais les choses après ça, c'est pas du jour au lendemain, là. Ben oui, puis même, j'ai goût de dire moreover. Je sais pas pourquoi, j'ai comme eu un buzz de quand j'allais à l'université en anglais. Moreover. Le moment où les quantités ont été placées, OK, j'explique là, grosso modo, sommairement, disons, le cycle de production. Mel et moi, on crée les produits. Les produits sont designés. Après ça, sont faits de façon technique, sont fités. Fités, ça veut dire qu'ils sont... Essayés sur notre modèle Joël. Ouais. Pas moi, là. Non. Un gabarit. Le gabarit Joël Inc. Après ça, bon, il y a plusieurs étapes. Puis après ça, on se retrouve à oui, OK, on part en production. Mais la production, là, elle est des années d'avance. Donc, il y a du cash là-dedans. Moi, j'assume des montants qui sont produits, de stock produits que je ne vends pas avant très longtemps. Tu sais, il y a l'espace-temps là-dedans. Fait que, mettons, exemple, si là, 1 an, j'avais fait une prévision que j'allais avoir besoin de 1000 unités, bien là, finalement, 1 an plus tard, mais moi, j'en ai besoin de 2000. Mais il y a des choses qui sont un peu imprévisibles. C'est pas parce qu'on est des 2 de pique et qu'on a fait une mauvaise prévision. Il y a un coût en arrière de ça. On a plus de 650 styles qui sortent par année. Puis ça fait partie aussi de la diversification des produits. Ça fait partie de la stratégie Joël pour qu'une garde-robe soit très polyvalente. Fait que c'est sûr qu'on ne se retrouve pas avec, mettons, 6 produits avec full quantité. C'est très différent comme enjeu. Donc, au moment où il est mis en vente, selon la demande qui est rendue plus grande, on a un phénomène de rareté du produit. C'est un problème. Ça reste un beau problème. C'est un beau problème. Un phénomène de rareté dans un domaine, la mode, qui est contingenté de la mode, les filles, il y en a partout. On en a-tu du choix? Partout.
Puis, tu sais, Joe, dans un domaine saturé comme ça, tout le monde se part un brand, mais c'est pas tout le monde qui crée des vêtements. Non, 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 non. Ça, c'est complètement différent. Tu sais, nous, puis les deux sont bien corrects. J'ai du respect pour les deux. Mais il y a plusieurs façons de faire. Tu peux, par exemple, il y a des agences qui vont avoir des designers à l'interne qui vont te proposer, selon les tendances du moment, selon ton persona, selon ta compagnie, des styles. Tu passes des achats, tu fais des commandes, puis tu ajoutes ton branding dessus et voilà, poup, tu as des produits à vendre. Nous, c'est pas ça du tout. Nous, on fait nos propres recherches de tendance. On a un filtre Joël qu'on a parlé dans l'épisode 1, le filtre magique Joël, qui est ce qu'est l'ADN de notre produit. Donc, un produit Joël, tu ne vas pas le retrouver nulle part ailleurs. C'est complètement différent. C'est un produit qui est designé, qui est réfléchi, qui est pensé. On s'éloigne un peu d'un produit de masse, là. C'est plus différent, là. Puis, j'ai le goût de rebondir sur... Pourquoi tu penses que les gens choisissent nous plutôt qu'un autre produit? Je suis persuadée maintenant, là, on est en 2023, à l'heure où on se parle en ce moment, les gens ne choisissent plus. Les gens sont intelligents, ils ont accès à l'information, ils sont plus conscientisés, sont plus impactés par tous les enjeux planétaires, là, disons. Là. Les gens choisissent une marque, les gens deviennent plus ambassadeurs d'un produit. Mais là, tu as tout type de consommateurs là-dedans. Puis je pense que aussitôt que tu viens ambassadeur d'une marque, mais tu choisis ce que tu achètes, puis tu choisis les entrepreneurs selon les valeurs qu'ils ont. Tu sais, mettons qu'on parle un petit peu plus du fast fashion. Là. Tu sais, c'est sûr que la consommation rapide, il y a beaucoup de choses là-dedans, puis il y a des trucs à démystifier aussi. Puis, tu sais, souvent, j'entends des questionnements aussi sur notre vision de tout ça, puis les angles qu'on peut prendre. Pour changer une industrie au complet, ça prend des joueurs énormes. Et la raison est super simple. Ça coûte cher. Ça coûte cher faire des changements. OK? Je vais vous donner juste un exemple, les filles, pour vous mettre en situation. Mettons, là, que moi, je travaille avec manufacturier X, mais que moi, disons, j'ai des milliers de... Mettons, disons, je sais pas, moi, j'ai 2000 de quantité sur un style en particulier, mais que les gros joueurs de ce monde, comme un H&M, un Zara, ont du 10 000, 30 000, 50 000 unités par grandeur pour un style X. On s'entend-tu qu'on n'a pas le même poids? Non. On s'entend-tu qu'on ne joue pas du tout dans la même catégorie? Et qu'est-ce qu'on génère comme profit, comme capital pour ces manufacturiers-là, ça ne se compare pas. Alors, on ne peut pas demander à un petit joueur, puis là, je ne nous considère pas comme un petit joueur, mais dans notre industrie, on n'est pas un joueur énorme, on n'est pas un gros monstre, là. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas le même impact, on n'a pas le même poids sur les manufacturiers. Et quand tu as du poids, c'est là que tu peux exiger du changement. Versus la situation à laquelle je fais actuellement face, je n'ai pas le pouvoir financier d'exiger le changement. Par contre, je peux être vrai avec mes valeurs. Moi, mes valeurs, j'ai fait des choix. Joël, on va produire de façon éthique. Je ne vais pas m'arrêter au nom du pays. Je vais m'arrêter à je veux voir ma production. Qui fait ma production? Quelles sont les conditions de travail des travailleurs? On a une équipe... Exact. On a une équipe, c'est ça, tu allais partir avec l'équipe de Chine? Oui, des collègues en Chine. On a des gens qui sont sur place, qui vont auditer les usines, qui vont vérifier est-ce que notre production, elle est réellement faite là? Il y a même des usines avec qui on n'est pas été parce que ça concorde pas. Absolument, absolument. Notre directrice de production est actuellement en Chine, puis elle nous a envoyé une vidéo d'une usine, puis elle a dit ça ne cadre pas avec les standards Joël Inc. Donc, on n'y va pas. C'était plus salubre. Les employés n'avaient pas beaucoup de luminosité. On trouvait que les salaires n'étaient pas standards. Pour l'industrie dans ce pays-là, on a refusé. On n'est pas allé vers ça. Fait que moi, je fais avec la capacité que j'ai actuellement. Est-ce que je veux que tout soit éco-responsable? Mais que je veux que tout soit éco-responsable. Les choses prennent du temps. On essaie de faire le plus vite possible.
mais les choses prennent du temps. On fait des choix aussi. Tu sais, par exemple, dans tes choix de tissus, tu peux nous en parler, là? Ouais, les choix de tissus, c'est sûr qu'on va tout le temps chercher des tissus durables. Puis Ouais. on va passer tous nos lots de tissus. Complet. Tu sais, complet. S'il nous reste des mètres à passer, bien, c'est sûr qu'on va faire d'autres styles avec. Juste pour Il va- être sûr que les gens comprennent là, ce qu'on se dit, là, Ouais. c'est les filles, pour faire un produit, ça prend des rouleaux de tissu. Exact. Donc, des mètres de tissu. On fait faire une production d'un tissu X. Fait qu'on doit faire produire. Puis dans les productions, il y a des quantités minimales. OK? Fait que, mettons, exemple, je sais pas, ça prend un minimum de 2000 mètres du tissu carotté. Bien, on va prendre le 2000 mètres. Bien là, on est plus que les minimales, là, mais les minimaux, en tout cas. Minimaux. Ça va être ça. On en a plus que ça. Là, on va arriver, on va prendre notre quantité exacte. On va passer à un style. Là, mettons qu'il en reste de ce tissu-là. Mettons, je sais pas, moi, il reste 500 mètres. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va trouver un autre style à faire dedans ou c'est sûr qu'on va le passer. On va écouler nos stocks de tissu. Ce qui arrive mondialement, c'est que souvent, une production terminée a un coût supplémentaire à un lot de tissu. Mettons, dans un monde fast fashion, le lot de tissu qui n'a pas été utilisé, il meurt là. Il est retourné dans d'autres pays. Je ne peux pas dire tout ce qui est fait. Il peut être brûlé. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Mais le lot de tissu n'est pas complètement utilisé. Donc, c'est une stratégie durable sur laquelle on s'assoit puis qu'on fait, OK, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. On a des coûts supplémentaires parce que ce n'est pas une production de masse. Donc, on est pénalisé parce que notre production, elle est plus petite, moins de produits. Donc, on assume dans le coût de notre produit, on mange dans notre marge de profit. C'est ça la vérité. Pour garder des lots pour finir la production complète puis écouler notre lot de tissu. Parce que pour nous, ça fait partie de nos valeurs et c'est ce type d'action-là que l'on peut prendre. Mais les gens ne sont pas conscients, ne sont juste pas au courant. Puis c'est ce qu'on essaie de travailler avec notre stratégie d'authenticité et de transparence. Exact. Puis des fois, Joe, quand tu es dans une croissance comme ça, avec les enjeux qu'on fait face, bon, tu l'as dit tantôt, tu prends des décisions, il y a des choix qui sont faits. Est-ce que des fois, tu repenses à des choix, des décisions que tu fais que tu aurais faites autrement? Aïe, c'est tellement une bonne question. Est-ce que j'aurais fait autrement? Sur certains choix ou... À chaque fois, je me dis, est-ce que j'ai pris la meilleure... Parce que des fois, OK, regarde bien, OK. Des fois, il n'y a pas de bonne décision. Il n'y a pas de bonne décision. Toutes les avenues sont difficiles. Mais c'est quoi la meilleure des pires décisions? Oui, ça, tu me le dis. Ça, je le dis souvent. Parce que des fois, on dirait qu'on cherche la licorne, là. Cherche la licorne magique qui va être comme « Oh wow, parfait, ça fonctionne, tout va bien! » Mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Puis, c'est tough. Des fois, ça fait des petites nuits blanches. Ben des cheveux blancs, c'est pour ça que je reste blonde, là. Mais j'essaie, avec Bill, on prend la meilleure avenue. C'est sûr qu'on se dit, OK, pour nous, selon nos valeurs, fait qu'on retourne toujours au fondement, aux valeurs. Ce qui est le plus fort dans une entreprise, c'est les valeurs. Parce que c'est ça que tu peux partager, puis c'est ça qui crée ton entité, puis c'est ça qui crée la constance dans une entreprise. Voici les valeurs de l'entreprise. Si on suit ça, on va prendre la meilleure des pires décisions. C'est bon, j'aime ça, ça me parle. Puis, Joe, bon, c'est sûr que l'évolution de Joël, il y a aussi l'évolution de l'entreprise. Ouais. Puis, tu sais, veux pas, t'es quand même là toutes les semaines avec nous dans les lives. T'es très présente. Je veux dire, t'es un employeur extrêmement travaillante. Tu sais, tu fais pas 2 jours semaine. T'es avec nous 5 jours sur 5, puis pas mal sûr que tu travailles 7 jours sur 7. Fait que, tu sais, coupable. Oui, exact. Tu travailles beaucoup et tout ça. Mais un moment donné, est-ce que tu penses que l'âme Joël va rester, même si Joël, la personne, slack un peu? Tu comprends ce que je veux dire? Bon, ça, oui, vraiment. Je trouve que c'est bon qu'est-ce que tu me demandes parce que c'est un défi en entreprise de se détacher
de ton entreprise. Il faut que ton entreprise, c'est comme un bébé, puis il faut qu'un moment donné, il finisse par vivre tout seul. Tu sais. Il finit par grandir, il est à maturité, puis il vit tout seul. Fait qu'une entreprise qui prend de la valeur doit vivre. Faut, comment je pourrais dire ça? Il faut que les joueurs soient pas imputables, là, mais tu sais, Déplier des liens de confiance. Ah, ben ça, c'est sûr qu'il faut créer des. Tu sais, la stratégie à faire. L'enjeu lui-même, c'est est-ce que je vais être capable de me détacher de mon entreprise? Parce qu'à un moment donné, dans l'entrepreneuriat, tu fais ça parce que ça te fait triper, ça te rend heureux, mais il faut que ça continue de te rendre heureux, tu sais. La vie, c'est un tout, c'est un équilibre. Ouais. C'est la famille, c'est mon chum, c'est le couple, c'est la business aussi, mais ça fait quand même partie des enjeux dans une croissance de se questionner à qu'est-ce que je veux vraiment, tu sais. Je travaille beaucoup, je suis stressée. Ah, OK, bon. Tu veux probablement. Moi, j'aimerais avoir un autre enfant. C'est sûr que ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi. J'espère que ça va vous parler, les filles, là, parce que c'est un défi d'entrepreneur. Quand tu es entrepreneur au féminin, est-ce que c'est égal entre les hommes et les femmes? Ben non. Ben non. Hey, regarde, on est dans une business là, majoritairement de femmes. Qui manque quand le petit est malade? Je te dis pas qu'il y en a pas, là, tu sais, c'est de plus en plus égal, mais est-ce égal complètement? Non. Tu sais, je veux dire, on porte l'enfant, on vit la grossesse, on accouche, il y a un temps de repos. C'est vraiment un don de soi d'avoir un enfant. Puis c'est comme si ça, dans la société, ça devient comme une problématique, comme si la grossesse était comme si c'était une maladie. Ouais. Tu sais, c'est pas une maladie, c'est la plus belle chose au monde, c'est mon fils. Fait que, tu sais, c'est de vivre cet enjeu-là de OK, je veux d'autres enfants. Est-ce que je vais être capable avec ce rythme-là? Est-ce que je vais être capable de rester celle que je suis avec les ambitions que j'ai en ayant besoin de me mettre sur pause? Parce que si je fais un enfant, c'est pour le voir. C'est pas pour qu'il se fasse élever par quelqu'un d'autre, là. Non. T'sais, moi, je ne suis pas ce type de mère-là. Je ne juge pas ça. Moi, j'ai envie de partager la vie de mes enfants. Point barre. Fait que c'est sûr que c'est un enjeu, mais l'entreprise, c'est sûr que notre but, Abil et moi, l'entreprise doit vivre sans Joël. Puis ça, il y a un seul et unique truc, bien communiquer ses valeurs, puis pas à n'importe qui, à tes piliers. Trouve-toi des piliers, entoure-toi de gens qui comprennent ce que tu veux, qui comprennent où tu t'en vas, puis qui peuvent pogner le flambeau au relais pour une période de temps donnée. Puis après, ça te permet de partir dans ta maternité sans stress et d'y retourner comme... Bien, c'est sûr que dans un beat de croissance, il y a des questionnements aussi. Quand je vais revenir, ça ne sera plus exactement ce que c'était. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Parce que si on dit en 5 mois, la business, elle a changé complètement. Ouais. Dans 10 mois, dans 1 an, la business, ça ne sera plus pareil. Mais tu sais, c'est de trouver un équilibre là-dedans. Ça reste un enjeu majeur, particulièrement pour un entrepreneur femme. Donc, les filles, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre les enjeux qu'on vit au quotidien, les enjeux de Joël Inc. concrets. Ah ouais, puis là, c'est quoi? On n'en a pas dit beaucoup, là. Non, c'est ça, c'est une partie. Oui, on a frisé cette année, là. Ça a été une grosse année. Tu sais, il y a des risques à prendre, puis on les a vécus, tu sais. Cette année, tu sais, justement, on en a parlé des séismes et tout. Bien, on a eu des enjeux sur qu'est-ce qu'on avait prévu de faire. Oui. Qu'est-ce qu'on avait prévu de sortir dans nos collections, en fait. Il est arrivé certains enjeux qu'on a dealés avec. Ouais. Puis c'est sûr qu'en mode, l'enjeu principal, c'est le temps, mais c'est aussi le momentum. Ah ouais. Pourquoi tu dis le momentum, mettons? Le momentum du produit. En fait, Joël Inc., on n'est pas des suiveux, on est ceux qui... On starte la patente. On starte la patente. C'est nous qui initie... pas le trend, mais je veux dire... Oui. Le trend. Fait que momentum, ça a été vraiment... C'est vraiment important dans notre industrie. Oui, vraiment. De sortir le bon produit au bon moment. Ça, là, c'est un enjeu qui nous tient vraiment à cœur. Puis même le momentum, à peu près dans tout. Est-ce que c'est le temps de faire l'événement? Est-ce que c'est le temps d'embaucher? Est-ce que c'est le temps de passer de diversifier encore plus la chaîne d'approvisionnement? Est-ce le bon momentum? C'est toujours la question qui revient parmi les défis et les enjeux que l'on peut vivre dans notre industrie. Puis est-ce le bon moment pour faire tel genre de virage, pour prendre telle action? Puis ça, c'est de l'intuition. On y va avec de l'intuition, des recherches, le courant. On suit le courant aussi. En fait, on ne le suit pas, là. On le start. On est dans ceux qui essayent de ramer en avant.
Oui, exact. Puis, Mel, tu dirais, toi, mettons, pour qu'on wrap la boucle, là, le momentum est un gros enjeu. Qu'est-ce que ça prend pour réagir à des enjeux comme ça? Qu'est-ce que ça prend comme force de caractère? Il ne faut pas que le changement pour toi soit une source. Faut que tu ailles à fond, là. Oh oui, OK, on change, OK. Résilience, OK, on passe à d'autres choses. Oui. Puis là, OK, parfait. C'est ça qui nous a. Oui, des gens dans l'action, là. Fait que, tu sais, mettons ce que ça prend pour faire face à des enjeux, à des gros défis, de la créativité, tu sais, il faut analyser, OK, parfait, qu'est-ce qu'on fait? Après ça, il faut prendre action. Prendre action. Ça prend des gens qui prennent action. Les filles, vous autres, êtes-vous du type à prendre action? Êtes-vous du type à faire face à vos défis ou à être plus dans le déni, tu sais? Allez-vous comme embrasser ces défis-là puis faire OK, ça, c'est un cadeau, ça m'a appris parce que j'ai d'autres choses qui s'en viennent à l'heure. Puis ça va m'avoir appris à être plus forte pour la suite. Ou vous êtes plutôt dans le oh non, 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 moi, ça, je mets ça de côté, tu sais. Je suis curieuse de savoir comment vous voyez les défis dans une base quotidienne, dans votre milieu professionnel. Vous, les filles, comment ça vous parle, la gestion face aux enjeux, aux défis? On veut vous lire, on veut vous entendre. Puis, pour vous voir, non, nous, on ne vous verra pas. Maudite merde, ça aurait été bon que ce soit de l'autre sens. Si vous voulez nous voir, où est-ce qu'ils peuvent nous retrouver, les filles, Mel? Sur notre chaîne YouTube. Joël TV. Et vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify. Oui, Apple Music. Oui. Il en manque un? Google Podcast. Oh, let's go! Sur ce, les filles, on vous souhaite une très belle journée. J'espère que ça vous a aidé à visualiser, à mieux comprendre les enjeux qu'on pouvait vivre en ce moment. Et ce ne sont que certains enjeux. Ouais, c'est comme une petite pointe d'iceberg, ça. Il se passe toutes sortes d'affaires, mais somme toute, c'est le fun pareil. Ben oui. Bye les filles. Bye les girls!